Bonjour et bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour une deuxième émission Zuzia Kubica, notre experte en comportement canin. Bonjour, Zuzia! Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Ça fait plaisir. Vous avez toujours plein de bonnes questions. Merci. Oui, c'est un gros sujet, les chiens puis tout le comportement. Donc, on n'a pas besoin de reparler de ton parcours. On peut voir l'épisode numéro 1 de la saison 1 du podcast. Donc, on pourrait commencer dans le vif du sujet. Allons-y, ça finit jamais. Non, ça finit jamais. J'aimerais commencer pour savoir, c'est quoi la raison qu'un chien va japper? On pourrait demander pourquoi un enfant pleure. Je veux dire, il y a plein de raisons. Donc, le même chien peut japper pour 8 raisons différentes dans une journée. Certaines personnes connaissent leur chien et sont comme « Ah, là, je pense qu'il y a vu un écureuil dehors. Ah, là, il veut sortir. Ah, là, il veut que j'y lance la balle. » Certaines personnes sont rendues à bien connaître leur animal, finalement, pour savoir comment il sonne dans quelle situation. Mais c'est pas tous les chiens qui ont autant de variations dans leur voix. Donc, certains chiens vont sonner quand même pareil, puis il faut aller voir la situation, puis de quoi il a l'air pour deviner qu'est-ce qui se passe. Donc, le chien, il y a des chiens aussi qui sont vraiment nés vocaux, beaucoup plus. Dès qu'ils ont quelque chose à dire, c'est... c'est pas des chiens qu'on peut arrêter de japper, on peut juste diminuer, là, mais on peut pas comme... Tais-toi, là, ils ont pas besoin. Ça fait partie du package. Ils sont heureux, ils sont pas sûrs. J'ai un petit voisin comme ça, il est adorable. Fait que, autant que c'est pas... souvent, ce qui va déranger, c'est quand c'est très long ou c'est très fort ou justement quand les gens ne s'en rendent pas compte des fois, mais ce qui dérange, c'est quand le chien est vraiment stressé. Puis il sonne l'alarme ou il appelle à l'aide ou quelque chose comme ça. C'est quand on l'entend en tant que voisin, comme « Oh! » Là, c'est pénible. Donc, bien sûr qu'il peut japper parce que il est tout seul, puis il s'ennuie, puis il aimerait voir quelqu'un. Il pourrait aussi pas être stressé, juste être comme « Youhou! Hey, toi d'arriver, moi me voir! » Ça va sonner un peu différemment, dans le même contexte de rester tout seul. Bien sûr, les chiens peuvent japper, je veux savoir, ils s'adressent à qui quand ils jappent? Parce qu'ils jappent après son humain. « Allez, lance la balle plus vite! » C'est pas du tout la même chose qu'un chien qui va japper après le facteur ou un passant qui lui fait peur avec, je sais pas, un manteau sombre. Là, c'est plus sonner l'alarme. Donc, les chiens peuvent sonner l'alarme parce qu'ils se disent « ça, c'est bizarre, je comprends pas. Au secours, youhou, tout le monde, regardez, il y a un monstre là-bas. Il y en a qui vont en mettre un petit peu plus, ou est-ce qu'ils prennent sur leurs épaules aussi, je sonne l'alarme, mais « Hé, va-t'en, viens pas ici, sinon je vais te manger tout rond. » Même si c'est pas vrai, parce que là, c'est du stress. Donc, bien sûr, je vais pas travailler de la même façon un chien qui a peur qu'un chien qui voulait qu'on lui lance la balle plus vite. C'est pas du tout la même situation. Sachant que l'éducation, en général, les gens vont vouloir complètement arrêter que le chien jappe. Est-ce que tu recommandes ça? Comment tu le ferais, toi, mettons, en bref? Fait que c'est la première chose, on veut savoir quand est-ce qu'il jappe, quand est-ce qu'il jappe pas. Pour avoir une idée, mais qu'est-ce qu'il essaie de nous dire quand il vocalise? Parce que, vous dites, ça sera tellement pas pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, souvent, je vais vouloir regarder, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il recherche de l'attention? OK, comment on va faire pour lui donner de l'attention quand il jappe pas? Quand il n'a pas besoin de japper, lui apprendre des nouvelles manières d'avoir ça. Si il est sur le balcon, devant la maison, dans la cour, puis il jappe après des passants, il n'y a rien de mieux à faire. c'est un peu ça, des fois. Donc, à ce moment-là, souvent, laissez pas votre chien tout seul dehors. Il y a des chiens qui sont comme « Oh, je regarde les oiseaux, puis j'aime le soleil ou le banc de neige », mais il y en a beaucoup qui vont commencer à faire des choses comme japper ou creuser ou des choses qu'on n'aime pas. Donc, plutôt, si vous avez une cour clôturée ou des terrains, allez-y avec votre chien. Puis sinon, gardez-le chez vous. Comme ça, il va moins développer ces choses-là. Donc, bien sûr, on peut apprendre beaucoup aux chiens. Si tu jappes parce que « t'as eu peur », tout allait bien, il était dans la cour, puis il grugeait son os trop dégueu pour lui laisser dans la cuisine. Fait que c'est parfait. Il mange ça dans le jardin. Puis là, tout à coup, le voisin sort la tondeuse, puis mon chien commence à japper parce qu'il est stressé avec ça. Viens à la maison. Voilà, tu t'es sauvé, tu n'as plus besoin d'alerter. Donc, en général, si le chien est stressé, on va vouloir dire au chien « Ah, j'ai vu qu'est-ce qui t'inquiète » et lui donner du feedback « Mais non, c'est correct. » Fait que souvent, je vais devoir éloigner le chien de la fenêtre ou l'enlever de la cour, le rentrer à la maison, lui dire « Mais non, c'est...
je comprends que ça t'a stressé, puis viens-t'en, on va s'en aller. Et à long terme, bien sûr, si on a un chien qui alerte pour beaucoup de choses qui sont communes, tu sais, le voisin qui existe dans la cour à côté, le pauvre. Que sa vie, là. Oui, c'est ça, ou chaque chien qui passe devant la rue, tout ça. Fait que c'est sûr que si le chien jappe à partir du balcon, de la fenêtre, ça serait vraiment le fun qu'il voit juste pas dehors. Mais c'est vrai qu'ils avertissent, mettons, quand il y a un facteur ou... Oui, bien sûr. S'ils ont accès à voir ou entendre, ils vont avertir. Fait que certains font juste « Youhou, il y a quelqu'un », tandis que d'autres vont être plus inquiets avec ça. Donc là, ils vont vraiment dire « Il y a quelqu'un, alarme générale ». Donc si on trouve que le chien est trop stressé puis alarme beaucoup, la majorité des gens que je connais, finalement, ils aimeraient bien que leur chien leur dise que quelqu'un apporte, mais ce qu'ils aimeraient, c'est que ce soit facile à arrêter. Mm-hmm. Donc ça, vraiment, tu sais, c'est l'émotion du chien puis la confiance dans ses humains. Donc, si le chien peut faire « Wouhou, il y a quelque chose, OK, merci, j'ai vu, c'est les voisins, c'est correct, va faire autre chose. » Et le chien est comme « Ah, OK, c'est correct, mon humain a vu, tout va bien. » Souvent, c'est plus problématique. C'est quand on n'arrive pas à arrêter le chien. Quand on n'arrive pas à arrêter le chien, probablement, il est beaucoup trop inquiet. Il est vraiment comme « Ça y est, il s'en vient trop proche, on va tous mourir. » Puis voilà. Puis, le chien ne sait pas qu'on est là pour l'aider. Donc, il est comme « Oui, je t'aime beaucoup, là, mais attends, je suis en train de survivre. » Ou pire, si ce chien-là a déjà vécu de la part de cet humain ou un autre de se faire chicaner parce qu'il jappe, parce que c'est pression sociale, là, ça nous dérange, bien, ça se peut qu'il a compris que ah oui, ça me stresse quand, je sais pas, il y a un déneigeur devant la maison, mais en plus, si mon humain arrive à ce moment-là, c'est encore pire. C'est désagréable, donc là, son stress monte de beaucoup. Et un petit truc pour des chiens qui jappent, après, tu sais, des bruits, des voisins, tout ça, faites attention, qu'est-ce que vous faites avec votre chien? Parce que souvent, on a l'impression, nous, notre intention, c'est de lui dire non, c'est pas bien de japper ou quelque chose comme ça, mais souvent, le chien va penser qu'en fait, on parle de ce que lui parle, le déneigeur devant la maison. Donc, si on a l'air un petit peu irrité, on peut stresser, bien, le chien, ça va juste lui confirmer que c'est une mauvaise situation. Pas de sa faute à lui, là. C'est pas la faute du chien, c'est de la faute à la raison pourquoi il jappe. Bien, c'est ça, tu vois, je déteste ça quand il y a des gens devant chez nous. En plus, mon humain devient stressé, fait que c'est mauvais, des gens chez nous. Ouais. C'est certain. Donc, au début, ça peut paraître contre-intuitif, mais ce que je veux, c'est lui dire « Ben oui, c'est le voisin qui passe sa tondeuse, puis bien sûr, je vais l'aider à quitter la fenêtre, je vais barrer un petit peu sa vue pour qu'il arrête. » là. On quitte les lieux, finalement, on lui apprend que le chien jappe ou pas, mais quand le chien démontre qu'il n'est pas à l'aise, j'aime beaucoup lui apprendre « Si t'aimes pas ça, viens me voir, éloigne-toi. » Ça, c'est une bonne stratégie. Le chien peut faire « Phew, OK, c'est fini. » Puis c'est correct, je vais m'en occuper. On aimerait que le chien ait confiance qu'on va s'en occuper, puis qu'on est là pour l'aider. Donc c'est super. Certains chiens, par exemple, sont beaucoup plus nerveux que d'autres, pas par la faute des gens qui l'ont, mais ils sont rendus là, donc ils vont alarmer sur beaucoup de choses. Puis bon, on va essayer de travailler, idéalement, on travaille avec un bon éducateur qui va nous aider à changer l'émotion du chien, pour qu'ils voient que c'est pas si pire que ça, finalement. Mais ça se peut. Il y a des chiens qui vont quand même rester pas mal nerveux et anxieux. Ça fait toute une différence quand le chien sait que « Humain, regarde, il y a quelque chose. » Puis là, il vient nous voir, puis on peut le rassurer, puis on peut l'éloigner, puis c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Les jappements sont très diminués, là. Ben oui, puis je pense aux gens, justement, qui vont dire « Ah, ben il faut qu'il aille dehors faire ses besoins. Je vais le laisser aller dans la cour et clôturer. Il n'y a pas de stress pour moi. » Mais ça, c'est lui, il voit une situation qui fait peur. Oui, c'est lui, après ça, il est tout seul devant tout ça. Là. Oui, fait que, tu sais, je vous dirais, quand vous avez un chien qui a tendance à faire « rah, dehors », bien, c'est ça, sortez-le faire ses besoins, puis il rappelle. Oui. Reviens, pas trop longtemps. Puis sinon, bien, on est avec lui dehors, utilisons-le comme notre parc privé, finalement, puis là, je joue avec, comme ça, je peux tout de suite voir quand il commence à stresser après quelque chose, je peux remarquer après quoi. Au pire, je le rentre, là, le temps que le voisin arrête de passer sa tondeuse. Puis, OK, ben peut-être à long terme, j'aimerais faire des exercices précis avec mon chien pour qu'il fasse « Ah, s'il y a un voisin qui fait du bruit, c'est des bonnes choses qui arrivent, je vais me sentir mieux, je sais quoi faire. » Donc, ça, on peut évoluer ça avec de l'exercice, avec un bon éducateur, c'est sûr. Mais la prévention, c'est super. Donc, si vous avez un nouveau chien, un jeune chien, puis il commence à japper, ça va souvent arriver dans la première année. Tu sais, à 4 mois, il ne jappe pas beaucoup. Là. Puis là, oups, à 8 mois, il a commencé à japper cette semaine. Ben,
barrer sa vue des fenêtres ou son accès à la fenêtre comme vous voulez. Tu sais, les petits films collants pour les fenêtres de salle de bain sont vraiment populaires. Parce que, tu sais, toujours fermer les stores, parce que, il y a plein de chiens qui font juste les ouvrir, ou les manger, là, ça marche pas. Puis vivre dans le noir, c'est pas pour ça qu'on a des fenêtres. C'est très désagréable. Donc, dépendamment de la hauteur de notre chien, on peut coller ces petits films-là qui sont givrés, mais ça laisse passer la lumière. Puis moi aussi, je peux regarder par-dessus. Il y a des gens qui préfèrent planter des sets devant leur fenêtre à l'extérieur, OK. Ou bien barrer quelque part l'accès du chien pour pas qu'il se rende à la fenêtre. Donc, par exemple, leur sofa favori où ils aiment prendre du soleil, le petit chien il embarque, puis là, il y a toute la vue. Ça, c'est comme ça qu'on forme des chiens de garde si on en veut. On les met en position pour qu'ils puissent voir les chiens passer, puis ils n'ont rien d'autre à faire, puis ils se sentent un peu pris. Fait que, Fait que si je veux un chien de garde, c'est ça que je fais. La plupart du temps, c'était pas ça le but. Donc, les gens vont aussi vouloir souvent que, mon chien, je pense qu'il aime ça regarder dehors. Il y a certains chiens qui japperont pas à la longue, la grosse majorité, oui. Donc, vous voulez vraiment voir est-ce qu'il est vraiment détendu, il cligne des yeux, puis il regarde les gens passer, puis ça va. Ou s'il commence à avoir un petit peu plus d'intérêt, un peu plus de tension, il commence à les suivre des yeux un peu plus, il n'a pas l'air tout détendu, là. C'est peut-être plus une bonne idée avant que... Donc, souvent, si le chien commence à devenir vigilant puis les suivre des yeux, c'est déjà le début, là. Même avant qu'il fasse son premier wouf, là, à 7 mois, là, ça s'en vient, viens faire autre chose, on va trouver un autre sport. Donc, regarder dehors, c'est un bon sport félin. Okay? Pour les chats, c'est super. Pour les chiens, donc le petit chien qui aimait ça, son spot sur le sofa au soleil, juste barrer sa vue dehors ou bouger le sofa un petit peu pour qu'il soit toujours au soleil, mais pas à la fenêtre. Souvent par... l'environnement comme ça, qu'on bouge, qu'on arrange, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de faire plein d'exercices puis d'entraînement. Ça va éviter des problèmes. Oui, ça fait du bien à tout le monde. Puis j'ai tellement de clients qui, les premières fois, étaient comme... Moi, je ne sais pas comment il va vivre ça. Il est tellement habitué. Ça fait 2 ans qu'il jappe à la fenêtre tout le temps. Tu sais. Puis finalement, c'est comme, il dort plus. Il a l'air tellement plus détendu après les premiers jours où il se pose des questions, là, parce qu'il y a un changement. Ça leur fait du bien. Ben oui, on change la routine, mais pour une bonne chose, là, c'est plus détendu. Puis bien sûr, on s'assure de lui donner autre chose à faire, parce que si on leur enlève le rôle du gardien de sécurité nationale, il faut leur donner quelque chose à faire. Donc, on trouve des nouveaux petits jeux. Son temps, mais... Oui, pas le meilleur sport. On aimerait qu'ils prennent des vacances. Là. Oui. J'en comprends aussi que les colliers aversifs, les colliers qui donnent des chocs ou des vibrations, même si c'est peut-être pas une bonne... Oui, des sprays de citronnelle, en fait, ça va rajouter du stress. Donc, si le chien jappait après quelque chose parce qu'il alarmait, là, en plus, il y a une odeur ou une sensation désagréable ou effrayante ou douloureuse, ça se peut que sur le coup, il arrête de japper par « il a juste eu peur », mais la situation en telle est notée comme « est encore pire que je pensais ». Quand il y a un chien qui passe dans la rue, en plus, j'ai une décharge ou j'ai un spray de citronnelle ou quelque chose comme ça. Donc, soit ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas suffisamment effrayant pour l'animal qui, lui, il a toujours un but de japper. C'est pas pour rien, là. Donc, ce besoin-là de japper est encore là, même si on essaye de juste le supprimer. Et bien sûr, faut que le collier aversif soit suffisamment aversif pour cet individu-là. Donc, il y en a qu'il faut aller vraiment fort là, pour faire ça. Mais bien sûr, ce que ça fait, c'est que ça rajoute c'est encore pire. Donc, je connais des chiens que quand ça a commencé, maintenant, ils ont commencé à essayer de charger puis de mordre les autres chiens dans la rue parce que là, quand ils les voient, ils sont encore plus stressés qu'avant quand ils faisaient juste japper puis quelqu'un disait « Hey, arrête! » C'était moins effrayant. Donc, non, vraiment pas une bonne idée. On sait que ça peut causer plus de stress et plus de problèmes. Des fois, le chien va arrêter de japper, mais il va faire autre chose. Donc, par exemple, j'ai déjà vu ça dans des cas tristes où est-ce qu'en fait, le chien jappait quand il était tout seul parce qu'il angoissait. Il y a des chiens qui font vraiment de l'angoisse, des crises de panique là, quand ils restent tout seuls. Donc, une des choses qu'ils peuvent faire, c'est vocaliser, puis bien sûr, ça va déranger les voisins, là, ça dure toute la journée. C'est terrible. Donc, les gens mal pris vont mettre un collier comme ça, puis ça a l'air de fonctionner. Et maintenant, on se rend compte que, le chien a un nouveau bobo sur la patte.
ou quelque chose. Donc, ce stress-là qu'il avait, qu'on lui empêche d'exprimer par la vocalisation, il va falloir qu'il sorte autrement, parce que la vocalisation a toujours une raison d'être. Donc, c'est pour ça que c'est toujours notre première mission en tant qu'intervenant canin de mettre pourquoi il vocalise, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc, si le stress, il ne peut pas le sortir en hurlement, ben peut-être qu'il va commencer à faire des ulcères d'estomac, comme une personne stressée, ils font les mêmes choses. Peut-être qu'il va faire plus d'allergies. Peut-être qu'il va commencer à se manger les pattes, comme les humains se rongent les ongles, il va se faire un bobo. Ou bien il va commencer à tout manger, ou bien il va commencer à faire pipi à terre. Quelque chose va devoir arriver, parce qu'on n'a pas réglé la raison de cette vocalisation-là, qui est, dans ce cas-là, le stress de rester tout seul. Ah, pauvre petit loup. Oui, c'est toujours très triste. Oui, Puis les gens qui sont vraiment pris avec ça, parce que c'est ça où je perds mon logement, je les blâme pas d'essayer. Là, ben non. C'est dur. Mais oui, c'est ça, c'est quand on veut arrêter un comportement, mais qu'on en start un autre. Faire, ben oui, c'est ça. Ben justement, tu parlais de peut-être angoisse d'être tout seul. On entend beaucoup de l'anxiété de séparation. Ça arrive souvent avec les chiens? Ben, je vous dirais qu'on a l'impression que ça arrive de plus en plus souvent. Ça se peut. Qui sait? C'est dur à dire. Est-ce que les gens sont plus tout seuls, fait que les chiens restent plus tout seuls? Tandis qu'il y a 50 ans, il y avait encore beaucoup de madames qui restaient à la maison plus. Fait on n'est pas comme certain, est-ce que vraiment ça évolue? Mais on dirait qu'il y en a plus, ou juste on le remarque plus, mais oui. Puis on n'est pas certain, mais il y a quand même des fortes chances qu'il y a des prédispositions génétiques à être facilement stressé lorsque le chien reste tout seul. C'est sûr, c'est des chiens, c'est comme plein d'autres espèces, c'est des animaux sociaux. Mm-hmm. Donc, on forme leur famille. Certains chiens vont être corrects s'il y a un autre chien ou un chat connu avec lui, d'autres non, ça leur prend des humains, c'est individuel. Il y a des chiens qui vont vraiment paniquer quand leur humain principal est parti, même s'il y a des humains connus avec lui, ils paniquent pareil. Des fois, on peut moins que complètement tout seul, mais ça va pas, tandis qu'il y en a d'autres que OK, si je suis avec des humains qui me rassurent, je me tiens encore. Donc, des fois, les bébés chiots commencent ça bébé, à l'arrivée de l'éleveur. Le petit, c'est quand même un grand stress. Là. Le fait de se faire enlever de la mère et des frères et sœurs, ça peut déjà commencer. Donc, c'est normal pour un chiot de ne pas être confortable tout seul. Si vous en adoptez un, prenez quelques jours de congé, là, laissez-le pas tout seul le lendemain. Là. Ça va être normal qu'il va être terrifié. Il est trop bébé pour rester tout seul. Son instinct va dire « Ah, je vais mourir tout seul. Au secours, je vais vocaliser quelque chose. Ouais. » Ça, c'est certain. Donc, il faut leur apprendre, à tous nos chiens, il faut leur apprendre ça graduellement. Mais il y a des chiens, c'est comme, voyons, ça avance pas les exercices comme ça devrait. Donc, des fois, ça va apparaître bébé chiot. Des fois, ça va apparaître suite à un traumatisme. Donc, bien sûr, des chiens qui ont été abandonnés à la SPCA, qui changent de famille. Mais des fois, dans la même famille, mais des déménagements, des changements d'horaire. Donc, par exemple, je me rappelle un cas vraiment extrême où est-ce que le chien paniquait tellement qu'il a essayé d'aller rejoindre ses humains en brisant la porte vitrée. Il habitait au 2e étage, puis c'est les gentils voisins en bas qui l'ont ramassé, qui l'ont emmené chez le vétérinaire parce que, bien sûr, il y a une patte brisée à sauter du 2e étage. Oh mon Dieu! Oui, je m'excuse. Mais c'est ça, c'est vraiment des crises de panique. C'est pas... fait qu'il y a des chiens que c'est beaucoup moins pire, ils font juste japper toute la journée, ou ils font pipi, ou ils mangent des affaires. Donc, mais c'est tout... Ils font pas exprès. Ils paniquent. Donc, des fois, les chiens vont commencer après qu'on a changé d'horaire. Donc, ce chien-là dont je parle, en fait, quand il est arrivé chiot, son humain était malade. Il était toujours à la maison, puis ça l'a vraiment aidé à guérir, à avoir un chiot. Mais éventuellement, il allait bien, il est parti au travail, puis oups, le chiot, lui, a fait, je sais pas, être tout seul. Pas du tout, puis probablement, il était prédisposé. Puis la prédisposition génétique chez nos chiens, veut pas, là, ça fait longtemps qu'on aime ça, reproduire des chiens qui sont attachés aux humains. T'sais, le but d'un humain d'avoir un chien, la majorité du temps de nos jours, c'est pas pour faire un chien de berger, un chien de garde, un chien de travail. Ça va être un compagnon. Donc, on aime ça, des chiens qui se lient à nous, qui n'ont pas l'air trop indépendants. Mais veut pas, ça peut aller trop loin. Donc,
si quelqu'un a ce genre de problème-là, la première chose, filmez votre chien quand vous commencez à partir et que vous partez, puis là, si vous le voyez paniquer, juste revenez, là, c'est correct, mais vous avez ce film-là, et là, contactez un des intervenants qui est vraiment spécialisé en anxiété de séparation. Donc, on en a quand même plusieurs au Québec, puis ce qui est le fun, c'est que ça se fait virtuellement. Donc, on n'est pas obligé d'être dans la région, parce que l'intervenant ne voudra pas comme venir faire différent en étant là. Le but, ça va être de donner des exercices pour que le chien apprenne à se sentir détendu lorsqu'on quitte. Donc, il y en a que ça prend plus de temps que d'autres. Il y en a qui vont avoir même besoin de médication pour ça, pour les aider, mais ça va prendre des exercices. Je ne conseille vraiment pas pour n'importe quel problème de comportement, que ce soit pour les chiens ou pour les humains. Je ne conseille pas la médication seulement. La médication est une aide qui, des fois, est nécessaire dans certains cas de grosse panique, là. Ça aide vraiment, mais ça va prendre vraiment des exercices graduels. Et ces exercices-là fonctionnent. Ils sont juste longs et plates à faire. Bien, c'est comme tout, là, un processus de changement de comportement. Il y a des comportements qui sont vraiment plus vite à régler. C'est pas mon favori parce que c'est juste répétitif et long. Mais c'est efficace. Mais il faut s'assurer de faire affaire avec des intervenants qui sont habitués de faire ça parce que et s'ils vous disent « Ah, laissez un petit chose à manger à votre chien, puis de la musique, puis faites attention de ne pas y dire allô en revenant », ça ne sera pas suffisant pour un chien qui fait vraiment de la panique. On a déjà entendu aussi, tu sais, laissez-le, puis il va s'habituer à être tout seul. Si tout va bien, il va s'habituer, mais ça prend énormément de résilience de la part de cet individu-là et ça prend un bagage génétique vraiment solide au niveau comportemental, d'avoir une belle adaptation. Et probablement, chez l'éleveur, il fallait déjà qu'il y a beaucoup de défis à son rythme qui a réussi pour faire comme « Ah, OK, je m'adapte à plein de choses. » La majorité de nos chiens, malheureusement, n'ont pas tout ça. Donc, à ce moment-là, ils n'arrivent juste pas à s'adapter. Donc, c'est sûr que des fois, c'est plate, là, mais on commence à créer un problème quand le chiot est là les premières nuits parce qu'on s'est fait dire, puis des fois par un éleveur, ça je comprends pas, mais de juste le laisser pleurer la nuit dans sa cage, il va s'habituer. Ah, ça me brise le cœur. C'est un bébé, je veux dire, on disait ça pour les bébés humains, là, il y a pas quelques décennies, là, on sait le dommage que ça fait. Ben non, c'est un bébé, il a besoin d'être avec quelqu'un. On vient de l'enlever de la mère et des petits. Fait que soit vous le faites dormir, la cage à côté de votre lit, des fois avec notre bras dedans, soit quelqu'un d'autre dans le salon où est la cage, comme vous voulez. Il y a des chiots qui sont tellement pas bien que, carrément, aller dormir en cuillère avec, c'est ça que ça va prendre. Vous voulez faire ce qu'il faut les premières nuits avec les chiots pour qu'ils dorment. Fait qu'ils vont se réveiller pour avoir des besoins, quelque chose, c'est normal. Mais vous voulez qu'ils se sentent assez sécures, malgré qu'ils n'ont aucune idée où c'est qu'ils sont fait tognapper. Ils ne reconnaissent personne pour qu'ils dorment. Comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent que, OK, je me sens en sécurité dans cette nouvelle place, je dors, ça va, on fait attention à moi. Puis peu à peu, à travers les jours, les semaines, on va pouvoir ne plus dormir en cuillère avec. Si on veut dormir en cuillère avec pour la vie, c'est pas grave. Okay? C'est vraiment pas grave. Il y a pas de... On sait très bien que c'est pas ça qui va causer l'anxiété de séparation, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc, autant que le chien vous laisse dormir, puis vous laissez dormir le chien, puis que le chien vous mord pas les pieds quand vous bougez. Vous pouvez dormir avec votre chien si vous avez le goût. Mais bien sûr, il y a plein de gens qui sont comme « Non, j'ai chaud, je me réveille parce qu'il se lèche, il se gratte. » C'est correct. Fait que si vous n'avez pas le goût de dormir avec votre chien, juste allez-y graduellement avec un nouveau chien ou un chiot. Donc, que ça soit un bébé chiot, ça c'est certain, là, il y a besoin que ça soit graduel. Comme avec un enfant, au début, un bébé va avoir besoin de notre présence, puis éventuellement, il est capable de dormir tout seul dans sa chambre. Ça va plus vite avec les chiots qu'avec les enfants. C'est du courage. Quand on adopte un chien, justement, mettons, d'un refuge pour mettre tout en place pour éviter le plus possible qu'il en fasse, c'est quoi qu'il faut faire? Faut-tu faire la même chose? Je ferais comme avec un chiot. Donc, je l'observais. Je veux dire, peut-être le chien adulte est comme « Oh, chouette, moi, le sofa, là, ou le truc là-bas, c'est là que je vais dormir. » OK, il n'a pas besoin de moi. OK. Mais je planifierais quelques jours de travailler à la maison, de congé, de quelqu'un qui vient pour ne pas tout de suite le laisser beaucoup longtemps, les tout premiers jours. On va y laisser les repères. Je m'assure que la nuit n'est pas isolée à quelque part, à moins que de lui-même, il s'en va dans l'autre pièce parce qu'il aime ça dormir tout seul. Je ne le sais pas avec un chien adopté qu'est-ce qu'il va penser, mais je vais être disponible.
Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils commencent à comprendre qui est qui, qu'est-ce qui se passe, à quelle heure, tout ça. Et on le voit, tu sais, après quelques jours, après la première semaine, on peut voir que le chien, ben, sait plus à quoi s'attendre, commence à trouver ses repères. Donc, c'est ça, d'avoir quelques jours, quand on pense adopter un nouvel animal, ça fait du bien d'avoir un peu plus de disponibilité. Oui. Puis les premières fois, si on n'a pas une grosse anxiété de séparation, là, juste j'essaye d'apprendre à un chiot, un jeune chien de rester tout seul, ben, les premières fois, je vais le faire, j'essaie de le timer à des moments où le chiot allait faire des siestes de toute façon. Donc, tu sais, après quelques jours, tu dis comme, OK, là, je sais que le matin, on sort, on joue, il fait ses besoins, pour ça, il fait pouf, grosse sieste. OK, ça fait 2 jours que ça arrive vers 11h30, ben c'est parfait, c'est à 11h30, je vais partir. Mais tu sais, pour une demi-heure. Là. Idéalement, je reviens avant qu'il se réveille. Mais c'est un petit peu bête à dire, mais si je veux, par exemple, qu'un chien apprenne à bien se sentir en cage, bien, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il se sente bien en cage. Mm-hmm. Si j'aimerais que mon chien se sente détendu lorsque je quitte, bien, en fait, ce qu'il va devoir vivre, c'est se sentir détendu quand je quitte. Donc, comment je fais ça? Je choisis le moment où est-ce que je le fais, dans quel état est le chien à ce moment-là. Tu sais, bien sûr, s'il a couru, tout ça, puis il est comme « Ah oui, laissez-moi tranquille, je vais juste lécher mon petit truc, gruger mon truc pour faire une sieste. » C'est l'idéal. Puis je le fais très court, donc il n'y a pas le temps de commencer à faire « Ouais, mais attends, tout le monde est parti, qu'est-ce qui se passe? » Et là, l'anxiété commence à accumuler, donc idéalement, on le fait très petit. Puis de nos jours, c'est vraiment le fun, toutes les technologies qu'on a, on peut le filmer, donc on peut l'espionner. Donc, enfin, Facebook Live dans mon groupe privé de moi puis mon conjoint. Là. On laisse un vieux cellulaire qui filme le chien, on part, puis là, je peux voir, il est-tu correct? Puis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, servez-vous de la technologie pour espionner vos chiens, surtout les premières fois, ou avec un nouveau ou un jeune chien, comme périodiquement, juste voir s'il n'y a pas de changement, si avant que les voisins vous appellent, qu'ils jappent, là, on va s'en rendre compte. C'est toujours bien. C'est vraiment une bonne idée, les caméras, puis... Oui, puis tout le monde a ça maintenant. Ben oui, c'est ça. On en trouve tellement. Il y a 25 ans, quand je commençais, où est-ce que, c'était compliqué, là, Maintenant, c'est vraiment, c'est vraiment un bel outil, là. Pour, quand on adopte un chiot, on parle beaucoup de socialisation. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu à la maison? Comment on peut bien socialiser, en fait? Fait que la première chose la plus importante, c'est de comprendre que la socialisation, c'est quoi le but, en fait? Le but, c'est que le jeune chiot, qui est encore très flexible dans son petit cerveau normalement, apprenne que la nouveauté, c'est correct, c'est pas dangereux. Il est comme ouvert un petit peu plus à la nouveauté, puis éventuellement, bon, ça, c'est les choses que je connais, ça, c'est les choses que je connais pas. Donc, un chien qui va avoir raté un peu dans sa socialisation, bien, on voit plus tard que, les endroits nouveaux, les choses nouvelles, les gens nouveaux, c'est difficile. Donc, le but, c'est vraiment que la nouveauté ait pensé les 5 sens. C'est curieux, c'est correct. On aimerait qu'il soit curieux de la nouveauté et pas effrayé. Donc, des fois, on va entendre dire « Ah, il faudrait qu'il voit tant de personnes, tant de chiens, tant de nouveaux lieux. » Mais ça dépend du chiot. Donc, tout dépend, il est rendu où quand je l'adopte. Donc, il y a des chiens qui ont eu la chance de provenir d'un super éleveur avec un super programme de socialisation. Eux autres, je peux vraiment rencontrer 20 personnes différentes par semaine puis aller à 5 lieux différents, puis il va être capable de le prendre. Mais ce n'est pas tous les chiens qui ont cette capacité-là rendue à 8 semaines. Donc, s'il a vu beaucoup moins de nouvelles choses ou sa génétique est plutôt craintive, il faut que je le prenne là où est-ce qu'il est. Donc, ce qui est super important, c'est, même avant pendant que vous l'attendez, lisez tout ce que vous pouvez sur le langage canin. Regardez des vidéos, parce que la première chose que vous voulez savoir, c'est comment mon chiot se sent en ce moment. Puis, l'affaire plate avec les chiots, c'est qu'ils s'expriment souvent pas aussi fort qu'un adulte. Ça se peut qu'il est là, puis il subit, puis il n'aime pas trop ça, puis il a mal au ventre, mais il n'est pas en train de se débattre, il ne jappe pas comme avec un chien plus adulte. Donc, c'est plus facile de le manquer. Donc, par exemple, quand je veux qu'il rencontre des gens, loi numéro 1, on arrête la personne là, puis c'est le chiot qui va décider de l'approcher ou pas. La pire chose que je peux faire, c'est le chiot n'était pas sûr, je prends le chiot, je le mets dans les bras de quelqu'un.
où je le coince finalement, puis les gens l'approchent. Parce que ça lui apprend que si t'aimes pas ça, tu peux pas fuir. Ça, plus tard, ça veut dire que si t'aimes pas ça, tu fais « rah » parce que c'est tout ce qui te reste plus vieux. Donc, on veut vraiment que le chiot puisse observer puis décider « Ah, ben je suis curieux, je vais approcher ». Donc, c'est toujours le chiot qui devrait approcher les objets, les personnes, tout ce qu'il y a à approcher qu'on veut lui présenter à son rythme. Puis, on regarde comment il se sent. Bien sûr, vous pouvez utiliser des bonbons. Si le chiot n'est pas intéressé par des bonnes gâteries, ben, soit il y a... Regardez la situation. Si ça fait plusieurs bonbons qu'il mange, il a peut-être juste envie. Là. Il devrait aller faire son numéro 2, puis il va recommencer après. Mais normalement, quand il commence à être moins intéressé par les bonbons, c'est parce que là, il commence à être stressé. Donc, à ce moment-là, c'est clair que s'il ne veut plus manger du petit poulet bouilli ou quelque chose de bon comme ça, du foie, peut-être c'est trop difficile, on recule. Donc, si j'étais proche, par exemple, des enfants qui jouent au parc, j'en ai pas chez moi, j'aimerais habituer mon chien à des enfants, bien, de loin, on les observe, on mange nos petits poulets, on joue, OK, puis ils s'habituent qu'ils existent, puis peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont venir nous voir, mais pas 18 en même temps. Puis s'il y en a 6 en même temps, bien, je les mets en ligne. Oui. Fait que le chiot va les voir un par un, mais très important que ce soit le chiot qui vient les voir. Puis bien sûr, on peut donner des gâteries aux gens, aux enfants pour en donner à notre chiot, mais il faut vraiment être là pour le protéger. Si je vois que le chiot est comme « Ouf, on me touche beaucoup la tête, je trouve ça envahissant », hop, je le mets derrière moi, tu sais, je l'enlève de la situation. Donc, sauvez votre chiot dès qu'il commence à trouver ça fou, c'est un petit peu difficile, c'est un peu intense. Puis peut-être que dans 3 semaines, il va être correct si on respecte son rythme. Donc, quand je vais avoir 2 chiots que je suis pour leur maternelle, finalement, ben, on ne fera pas la même socialisation nécessairement parce que je vais les prendre là où est-ce qu'ils sont. Fait que je vais voir qu'il y a des chiots qui, définitivement, aller dehors sur des rues bruyantes, c'est trop difficile, mais les gens, ils aiment ça, tandis que l'autre chiot, ben, les gens, il n'est pas sûr, tandis que les bruits le dérangent moins. Donc, ça, on ne va pas mettre l'accent sur les mêmes choses. Puis, essayez de rechercher, fait que même si vous n'avez pas 36 amis pour venir le voir, puis pour une voiture, où est-ce que je peux tout le temps aller quelque part de nouveau, pensez juste à l'amener à des différentes places. Fait que ça peut être à pied, puis les chiots ne marchent pas beaucoup. Là, fait que c'est bien correct. Vous le portez, allez 3 coins de rue plus loin, déposez-le et laissez-le regarder, renifler, écouter, puis essayer de jouer avec un petit peu, rendre ça plaisant. Fait qu'à cet âge-là, souvent, on ne prend pas des marches, là. On existe dehors. Ce qui est important, c'est qu'on existe dehors. Le chiot, physiquement, il est fait pour la chasse aux papillons. Toudoum, 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 plomp. Puis là, il gruge une feuille morte. Parfait. Poudoum, poudoum, plomp. Il n'est pas capable de faire des grosses marches. Fait que souvent, les gens vont être comme « Oh, il n'arrête pas de s'arrêter. » C'est normal, là. Ses pattes sont toutes molles. Il n'y a pas de problème. Fait que juste portez-le quand vous essayez d'arriver quelque part. Puis juste exister à différents endroits. Puis remarquer comment votre chiot se sent. Fait que s'il est comme curieux, il se pose des questions. « Oh, c'est quoi ça? » Mais OK, il prend le bonbon, il recommence à jouer, tout va bien. S'il commence à être un petit peu écrasé à terre, tendu, il n'est pas trop intéressé par la nourriture, peut-être c'est trop bruyant, peut-être qu'il y a trop de mouvement, peut-être qu'il commence à être fatigué, allez quelque part de plus calme ou revenez. Allez-y en petite séance aussi. Il y a des sorties de 3 heures, des fois ça fait notre affaire à nous, mais pour un petit chiot, il va être fatigué. Il y en a qui sont bons à s'endormir n'importe où, là. Mais il y en a qui sont moins bons, fait qu'ils ont besoin de... au moins, on peut se réfugier dans la voiture, par exemple, puis faire une bonne sieste. Puis après ça, on pourrait peut-être faire autre chose. Donc, pensez à faire des petits repos siestes dans une grande journée là, que vous planifiez la fin de semaine de socialisation de votre chiot. Puis si vous n'avez pas l'opportunité où la météo est affreuse, il y a du smog, puis c'est la canicule, si vous ne voulez pas aller dehors... et vous n'avez pas nécessairement un centre d'achat où vous pouvez aller proche de chez vous ou quelque chose comme ça, bien, même à la maison, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, des petits obstacles qui sont pas difficiles, mais juste coller un manche de balai à terre, puis avec des petits bonbons, j'y apprends à lever ses 4 pattes par-dessus. Où je colle des sacs de papier, des sacs de poubelle, puis éventuellement des feuilles d'aluminium à terre, puis à son rythme, donc je le force pas. Je mets des bonbons vraiment proches du bord pour qu'il soit pas obligé de piler dessus pour en manger, mais éventuellement, il est capable de marcher dessus. Donc, juste marcher sur différentes surfaces. Juste amener des nouveaux objets qui ne seront pas dangereux, puis vous mettez des petits bonbons à terre, puis tout ça, juste changer, parce que dès que vous amenez des nouvelles boîtes, mettons de l'épicerie, bien, ils sentent autre chose. C'est des nouveaux objets. Donc, vous pouvez aussi juste faire jouer différentes choses. Maintenant, sur l'Internet, là, c'est gratuit, vous pouvez trouver n'importe quoi. Fait qu'à bas volume au début, mais vous voulez voir s'il y a certains bruits qui sursautent plus ou quelque chose. OK. Fait que si vous trouvez qu'il y a vraiment certains bruits, que le chien est très sensible à ça,
Ça, c'est des tendances génétiques, souvent de sensibilité de bruit. Ça, je dirais, appeler un éducateur rapidement là, avant que ça grandisse pour le plus tôt possible commencer à lui montrer que c'est pas épeurant, ces bruits-là. Puis amener des odeurs. Donc, par exemple, si on faisait ça beaucoup durant la COVID, quand on avait beaucoup de gens enfermés un peu partout, puis on voulait que le chiot puisse rencontrer des gens, mais on ne pouvait pas trop rencontrer des gens. Donc, par exemple, quelqu'un allait demander à ses collègues de travail, puis on peut faire ça aujourd'hui aussi, là, on lui donne des sacs de Ziploc avec des petits essuie-tout dedans, puis on demande de juste frotter le bras de tout le monde dans la maison. Peut-être que mon fils, tiens, un petit sac de Ziploc, mon chien, chat, s'ils sont en santé, je fais ça, c'est ça, mon mari, voilà, fait que c'est des odeurs de gens, si c'est des animaux, on s'assure que c'est en santé. Puis juste présenter ces odeurs-là. Les odeurs, c'est important pour les chiots, fait que, pour les chiens adultes aussi, bien sûr. Donc, juste présenter avant de présenter l'individu au complet par l'odeur. Des fois, ça peut être aussi un truc pour que ce soit un chiot ou un chien adulte qui est très craintif. On y va un sens à la fois. Donc, par exemple, mes clients qui ont un cheval puis qui aimeraient que leur chiot devienne correct avec un cheval. Et ça, c'est quelque chose, là. C'est énorme. Puis ça sent fort, puis c'est énorme, puis ça a des grands yeux effrayants, puis ça bouge vite. Fait que ça fait comme beaucoup en même temps. Donc, juste d'amener les odeurs de chevaux, de chèvres, de lapins. Ça, c'est toute une expérience. Puis on voit les chiots réagir très fort à ces odeurs-là quand on utilise ça, mais au moins, c'est juste une petite motte de poil ou une petite c'est vraiment une bonne idée. Oui, puis ça coûte rien, puis vous pouvez le faire sans devoir vous déplacer partout. C'est certain. Fait que quand vous pensez socialisation, moi, je trouve que c'est pas un bon mot qu'on a trouvé, socialisation, parce que socialisation, ça fait très social. Donc, les gens vont vraiment penser à les gens, les autres chiens ou peut-être les autres animaux. Ben oui, moi, j'étais sûre. En fait, c'était juste pour, justement, les gens ou les... C'est la nouveauté en général. Donc, pensez vraiment 5 sens, marcher sur des surfaces différentes, la vibration quand on est dans une voiture puis ça bouge. Donc, d'avoir des petits obstacles, où est-ce que je mets une petite roche plate en dessous, puis éventuellement, quand le chiot est rendu bon à marcher sur toutes sortes de surfaces, bien, ça bouge un petit peu. Le chaud, le froid, le mouillé, c'est toutes des choses sur son corps qu'il va sentir différemment. Les premiers jours de vent, comme aujourd'hui, c'est très venteux. Je me souviens, mon chiot, la première fois sur la côte nord avec la mer, là, il y avait du gros vent, là, il essayait de snapper le vent. C'est donc bizarre. Il fait ça jusqu'à aujourd'hui, mais là, il prend comme jeu. Tu sais, c'est le fun, c'est excitant pour lui, mais quand on y pense, juste la sensation de dehors. Pour les chiots qui n'ont pas vraiment été bien socialisés chez des éleveurs avant, ça paraît qu'ils n'ont pas été dehors assez. Donc, juste, ils sortent dehors, le bruit est différent. Les odeurs, bien sûr, la sensation du vent, des fois, il faut commencer là, parce qu'il y a des chiots qui ne sont pas à l'aise dehors. Puis des fois, on va se rendre compte que ça dépend où, ou ça dépend des journées. Donc, quand on est quelque part où il y a des voitures proches, en ville ou en banlieue, les journées où la chaussée est mouillée, que ce soit après la pluie ou la neige, bien, il y a comme un général. Nous, on est habitués, mais il y a des chiens, même adultes, qui sont tellement pas à l'aise avec ce général-là. Donc, pensez-y. Si vous avez un nouveau chien, un nouveau chiot, est-ce que tu l'observez? Est-ce que ça le dérange plus, ces journées-là? Les journées sèches, il est mieux que les journées mouillées. OK, c'est probablement ça qui le dérange. Donc, idéalement, avant ces 8 semaines, il serait déjà sorti dehors. Mais bon, c'est pas donné à tous les chiots. Donc, on les prend là où... L'important, c'est qu'on les prend là où est-ce qu'ils sont. On les lit, puis on essaye de leur présenter toutes sortes de nouveautés dans les 5 sens à leur rythme, pour que ça soit positif, parce que ça ne me sert à rien de leur présenter quelque chose, puis ils n'aiment pas ça. Ça, j'appelle ça de la traumatisation. C'est pas un vrai mot, là, je l'ai inventé. Mais ça va faire l'effet inverse. Donc, j'aime mieux que le chiot un peu plus craintif rencontre, par exemple, moins de chiens, mais que ça s'est bien passé, qu'il en rencontre plus, puis il a eu peur la moitié des fois. Ça va faire plus de bien. Ça me fait penser, est-ce qu'il faut faire attention aux pattes, tu sais, les petits coussins de chiens qui, eux, ils se promènent partout avec ça, sur la rue, en garnotte, peu importe. Oui, fait qu'attendez-vous pas si votre chiot ou votre même chien n'aime pas piler sur certaines surfaces. Donc, des fois, c'est de la petite garnotte poussiéreuse, ça va, mais des fois, ça pique. Même nous, nu-pieds, des fois, dans la grosse garnotte. J'ai de la misère, moi, même sur mon gazon, je suis oui, c'est ça. Puis si le chien peut avoir, des fois, certains aussi petits...
petite tension, inconfort, avec des planchers glissants. C'est pas nécessairement parce que c'est lui qui leur fait peur, mais s'ils sentent qu'ils doivent comme « Ah, ça glisse un peu », ben ça peut carrément leur faire mal. Donc, il y a plein de chiens qui sont pas peureux de nature, mais ils ont peur du plancher glissant. C'est probablement une petite douleur, là. C'est pas la grosse dysplasie d'hanche nécessairement, là. Ça peut être moins sérieux que ça, mais quand même, physiquement, ils sont pas à l'aise. Puis si le chiot, il a eu, tu sais, la mauvaise expérience de s'énerver sur un plancher glissant, puis là, il a glissé, bien là, ça se peut qu'il y ait comme « Non, ces planchers-là, j'aime pas ça ». Donc, on essaye de mettre des choses pas glissantes, là, quand ils jouent puis quand ils se promènent. Donc, dehors, ben le sel l'hiver, on a beaucoup de ça. Ça brûle vraiment. Ça, c'est une bonne idée de mettre des bottines pour ça. C'est pas parce que le chien a froid nécessairement, mais le sel, c'est toxique puis ça brûle. Donc, oui, on le sait qu'il y a des chiens adultes qui sont comme juste intelligents, puis ils savent, puis ils vont marcher sur le bord où il n'y en a pas. Mais juste traverser la rue dans la slush pleine de sel, c'est vraiment nocif si on est incapable de mettre les bottines, parce que je sais qu'on n'a pas commencé de bonne heure, des fois, ça peut être très difficile. Au moins rincer les pattes en rentrant, là, parce que c'est toxique. On peut mettre des crèmes aussi, si ça protège pas autant qu'une botte, mais j'ai le temps de faire une petite marche là, dans le sel avant que ça commence à aller dans la peau. Puis l'été, la chaleur, bien sûr. Fait que, à l'ombre, faites-le marcher sur le gazon un petit peu plus. Allez-y, tu sais, matin, soir, bien sûr. Puis juste toucher l'asphalte, là, sur le dos de votre main, là, quand ça brûle. Puis bien sûr, des chiens adultes vont avoir la peau un peu plus résistante là, qu'un bébé chiot qui c'est toute neuf, fin, toute neuf, oui, c'est ça. Donc, c'est pas parce que votre chien est adulte, ça lui fait pas mal aux pattes que votre chiot va nécessairement être correct. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez toujours... on a fait un bout à l'ombre, il faut vraiment que je me rende là. Si votre chiot est encore portable, ben juste prenez-le dans vos bras, comme ça, il ne marchera pas soit dans la slush, soit sur le soleil brûlant. Puis, essayez ça, c'est sûr que... c'est de la peau comme tout le monde. Ben oui, c'est ça. Puis des fois, moi, je trouvais ça bien drôle, les chiens avec les petites bottes, justement, là, qui marchent dans la rue, mais c'est important. C'est une bonne invention, parce que, tu sais, les gens vont dire « Ah, mais dans la nature, il n'y en a pas. » Oui, mais dans la nature, ils n'ont pas de sel. Ils n'ont pas d'asphalte brûlant. Tu sais, le gazon au soleil, il ne brûle pas. Bien, surtout, ils peuvent se promener où ils veulent. Là. Ils sont comme attachés en laisse. Ils n'ont pas les surfaces pas naturelles. Fait que si vous vivez dans le bois, peut-être votre chien en a moins besoin, ou seulement quand il fait moins 60, ou quand il y a de la glace qui transperce vraiment. En tout cas, c'est beaucoup plus rare qu'ils en ont besoin sur des surfaces naturelles. Mais, ouais. Trottoirs et rues. Est-ce que la socialisation qui englobe les 5 sens, c'est aussi pour les développer, ces 5 sens-là? Ah, bien, c'est sûr que ça va le faire, oui. Justement, tu disais les odeurs. C'est sûr que peut-être qu'il y a des chiens qui n'ont comme pas pensé à utiliser leur nez. Mais c'est sûr qu'ils ont un odorat, ils sentent, là. Mais tu sais, on le voit qu'il y a des chiens qui adorent pister, puis ils ont le nez à terre tout le temps, puis ils sont toujours curieux de qu'est-ce qui se passe, puis il y en a d'autres moins. Mais si on commence à jouer à des jeux de cherche le bonbon avec ton nez et tout ça, bien, ils découvrent, puis ils commencent à le faire de plus en plus. Fait que des fois, j'ai vu des chiens de petite taille, tu sais, que les gens voient moins comme des chiens, là. Puis il y en a qui ont découvert, tu sais, comment chnouf, à terre, tout ça, à l'âge de 8 ans, tu sais, tout à coup. Parce que la personne a eu l'information, puis elle fait « Ah ouais, mon chien, il renifle pas, je vais commencer à jouer à des choses d'odeur avec lui. » Puis ça se développe, voilà. Fait qu'il n'est jamais trop tard non plus pour essayer. C'est le fun d'enrichir, tu sais, leur vie, finalement, là, comment ils l'aperçoivent. Puis aussi, bien, pour les vieux chiens, ils peuvent, comme les humains, ils peuvent devenir un petit peu aveugles, ou complètement, ou sourds. L'odorat semble rester là. À moins de gros problèmes neurologiques, l'odorat reste là. Puis, c'est ça, un vieux chien, tu sais, quand il n'y a plus le plaisir de courir après sa balle, tout ça, bien, renifler des nouvelles odeurs, c'est très, très chouette pour lui, là. C'est un beau sport de senior. Ou de chien en convalescence, aussi. Oui, parce que c'est une bonne alternative. Oui, ça nous sauve un petit peu, là. Oui. Puis, pour la marche en laisse, est-ce que tu pourrais nous donner des trucs ou la meilleure laisse? La laisse, je vous dirais, il faut rester légal. Donc,
6 pieds, je pense que c'est le plus long qu'on a le droit là, de se promener partout. Je ne prendrais pas plus court que ça. Bien sûr, je peux la tenir plus court le moment où est-ce que je croise quelqu'un, je traverse la rue, mais au moins le 6 pieds de laisse. Et s'il y a des endroits plus privés, quelque chose où est-ce que je peux en mettre plus, je peux avoir une longe sur un harnais confortable, ça, c'est vraiment chouette parce que c'est juste beaucoup moins fatigant pour tout le monde. Le chien peut s'arrêter de renifler, je ne suis pas obligée de m'arrêter à chaque fois. Tu sais, chacun a son rythme un petit peu. Donc, quand on pense marcher en laisse, le plus important, finalement, c'est que, on n'a pas, la majorité du temps, on n'a pas le même rythme naturel. Donc, vous avez probablement tous déjà marché avec quelqu'un qui marche trop vite pour vous ou pas assez vite. C'est fatigant. Donc, la personne qui doit tout le temps attendre, tu sais, la personne qui marche moins vite, c'est fatigant d'être toujours sur le frein. Puis, si on est celui qui se souvient, c'est comme, attends, moi! Ouais. c'est dur. Fait que les petits chiens sont chanceux parce qu'une personne qui marche moyennement vite, eux autres, ils peuvent trotter. Et ça, c'est vraiment comme plus facile pour eux. Autant qu'ils ne restent pas trop derrière puis que la personne se rend compte que si le chien voulait s'arrêter, arrêtez-vous. Mais les moyens grands chiens, à moins qu'on marche vraiment vite ou on fait du jogging, là, ce qui n'est pas la majorité d'entre nous, en tout cas pas mal la majorité du temps, mais sont tout le temps sur le frein. Les pauvres, il faut leur apprendre ça, bien sûr, de comment devenir meilleurs à nous attendre, puis à changer comment ils marchent. Fait qu'une laisse qui... j'aime beaucoup une laisse normale de 6 pieds, autant qu'elle est confortable pour vous à tenir et confortable du côté du chien. Donc, si j'ai un petit chien, allez-y avec des petites clips de qualité, mais qui ne sont pas super lourdes. Là. Je suis passée. Puis, j'adore pas les laisses rétractables. Donc, des fois, les gens aiment ça parce que les pattes se prennent moins dedans, mais le chien doit tirer dessus pour la dérouler. Et ça, je l'ai vraiment remarqué quand je commence à apprendre un chien en éducation à comment maintenir sa laisse détendue, puis l'humain aussi. Ils n'aiment pas ça. C'est comme, il y a tout le temps quelqu'un en train de te tirer. C'est vraiment fatigant pour eux. C'est comme, eux autres aussi sont irrités par la pression dans la laisse. Donc, la laisse rétractable peut des fois me servir, je ne sais pas, en voyage, quelque chose, je le sors, il ne pourra pas courir. Attachez-le sur un harnais sur le dos confortable, c'est moins que sur le collier. Là. Ça va être ça de moins fatigant. Sur le dos, ça peut aider un petit peu à tirer quand il doit tirer finalement. Pour le dérouler, ça va être moins fatigant que sur le collier. Mais idéalement, c'est ça. Laisse de 6 pieds quand on est dans le public, puis plus long quand on peut. Ça, c'est vraiment plus agréable. Et vous voulez que le chien soit confortable, finalement. Donc, bon, par la loi maintenant, à un certain poids, je pense que c'est 20 kilos, il faut que le chien porte un harnais. Donc, assurez-vous, il y a tellement d'harnais maintenant. Ce que vous voulez, c'est qu'il soit confortable sur votre chien. Si c'était confortable sur le chien du voisin, c'est pas nécessairement confortable sur votre chien. En fait, les chiens sont vraiment une espèce qu'on a comme modifiée de partout. Il y a des chiens longs, il y a des chiens courts. Ils sont tellement faits différemment. Donc, j'aime beaucoup des harnais qui s'ajustent de partout. Parce que sinon, des fois, c'est vraiment difficile. Fait que vous ne voulez pas que ça rentre en dessous de leurs aisselles. Si jamais le chien tire, vous ne voulez pas que ça serre nulle part. Donc, j'ai vu comme des sortes de harnais qui essayent de punir en serrant à quelque part le ventre ou quelque chose quand le chien tire. Non. Plus le chien va être serré dans son collier ou dans son harnais, plus il va devenir stressé, puis plus il va tirer. Okay? Ça ne l'aide pas à respirer, finalement, là, si ça le squeeze. Mais il y a des gens qui disent que des harnais, c'est fait pour tirer ou que ça provoque le fait de tirer. Est-ce que c'est vrai? Fait que tout dépend quel harnais puis comment on l'utilise. Donc, si j'ai un petit chien ou un chien qui ne tire pas énormément ou un bébé chiot qui ne tire pas encore, là, il ne marche pas assez vite, je peux l'attacher sur le dos sans problème. C'est souvent le plus facile parce que ça s'en mêle moins dans les pattes, puis le chiot le mange moins aussi parce que ça s'en va moins devant son visage. Puis si je commence à éduquer mon chien à ne pas tirer là, ça va être parfait, on peut garder ça à vie. Si on arrive avec un chien qui, il est déjà grand puis il tire, souvent ce qu'on va faire, c'est trouver un harnais qui s'attache bien à l'avant, sur son poitrail. Donc ça, ce que ça fait, c'est que quand il tire, ça le tourne un peu vers nous.
au lieu de lui donner plus de force à tirer, comme quand c'est sur le dos. Donc, moi, mes chiens se promènent facilement avec les harnais sur le dos parce que ils ont appris à ne pas tirer. C'est ça. Mais c'est sûr que si, on arrive avec un chien, je viens d'adopter un chien, ce chien-là, il tire, puis c'est ça, il est assez grand qu'il fait mal au bras. Harnais attaché à l'avant, souvent, va nous aider pendant l'éducation, puis après ça, peu importe, encore une fois. Des fois, c'est vraiment rare. Ça va être comme 2 fois par année là, que je rencontre un client que ça serait une bonne idée. Quand le chien, malgré un harnais à l'avant, peut vraiment renverser la personne, là, donc on parle de proportion d'humain-chien, y en a cheval qui sont humain. forts, là, ouais. Oui, style cheval humain, ours humain. Dépendamment, la dame avec l'ostéoporose à 65 ans qui... C'est une cliente à moi, elle avait ramassé un chiot abandonné dans un fossé, on ne sachant pas à quel point il va être gigantesque. Donc, là, le harnais n'était pas suffisant, puis elle, c'était vraiment dangereux là, à cause de sa condition et tout ça. Donc là, on a vraiment utilisé ce qu'on appelle les harnais de tête, donc les Alti, les Gentle Leader. Ce sont des harnais qui se mettent sur le museau, un petit peu comme sur un cheval. Maintenant, si on l'utilise, c'est vraiment uniquement quand on a vraiment peur pour la sécurité de la personne au bout de la laisse. Je ne ferai jamais ça avec un chien moyen ou petit. Il n'y a aucune raison. Mais de un, faut qu'il soit bien ajusté, que ça ne rentre pas dans ses yeux, tout ça. Puis il faut apprendre au chien à aimer mettre son nez dedans, d'être correct à l'avoir sur le nez. Donc, ça se fait. Ça demande juste un petit peu de préparation. Et quand je l'utilise, le danger, c'est que si le chien s'oublie, puis il y avait un écureuil, il n'y a rien qui le prépare pour comme un coup sur la tête. Un coup sur le cou, voilà. C'est pas comme un cheval. Si vous avez vu un cheval, son cou, il est vraiment grand et musclé. Là. Ouais. C'est pas comme les chiens. Donc, pour protéger de ça, ce que je vais faire avec les quelques clients qui en ont besoin, c'est de toujours utiliser 2 points d'attache. Donc, soit une laisse avec 2 clips au bout, puis moi je tiens le milieu, soit 2 laisses carrément. C'est comme ça va être plus facile pour cette personne-là. Fait qu'il y a une petite laisse qui est attachée au frein d'urgence, le Alti, le Gentle Leader. Et celle-là, je la veux légèrement plus longue que l'autre bout de la laisse ou l'autre laisse qui va être attachée sur le harnais, sur le collier, comme on veut. Donc, la majorité du temps, t'es au bout de la laisse, non, mange pas ça, ça va tout se faire sur le harnais ou sur le collier. Et celui qui est attaché au museau va rester détendu. Juste ça va faire la différence que le chien ne va pas essayer de l'enlever tout le temps. Parce que quand il y a tout le temps de la pression sur son nez, c'est fatigant. Mais ça a l'air tellement inconfortable. Oui. Fait que si on s'assure de bien le présenter et qu'on le garde lousse, et là, uniquement quand la personne fait « Oh mon Dieu, j'ai besoin de mon frein d'urgence », là, elle applique les 2, c'est vraiment plus vivable pour le chien, puis on risque moins des blessures au cou, finalement. C'est certain. Mais c'est vraiment rare. La plupart des gens qui sont tentés de l'utiliser, c'est parce qu'ils n'ont pas eu une bonne... des bons exercices, de la bonne aide pour vraiment utiliser la grosse majorité des chiens, je veux dire, c'est de grandeur berger allemand, là, qui sont réactifs en laisse, là, qui se jettent avec, à moins que quelqu'un a vraiment des handicaps. Mais à défaut d'avoir rien, c'est quand même mieux, là, on s'entend. Oui, mais oui, tenez votre chien en laisse, comme vous pouvez, ça c'est certain. Mais quand même, là, des grands golden, des bergers allemands, tout ça, la majorité des humains, à moins qu'ils ont des blessures ou des handicaps, vont être capables d'y aller avec un harnais en avant. Mais bien sûr, on peut... Si besoin est, il y a des gens qui ont toutes sortes justement d'handicaps, tout ça, ou vraiment un énorme ourson, oui, on peut leur apprendre à porter le harnais de tête, mais ça prend une bonne présentation. Puis aussi, un peu d'exercice pour l'humain pour savoir manier, pour ne pas tirer sur le nez tout le temps pour rien. Là. Est-ce que ce harnais-là, c'est ce qu'on appelle le licou? Oui, licou, Gentle Leader. OK. C'est ça. Il y a plusieurs. Souvent, les gens vont nommer comme les Kleenex. C'est la marque là, qu'on voit. OK. Fait que tout ce qui s'attache au-dessous du menton, qui est sur le nez, c'est ça. Pensez à comment on mène un cheval là, par sa tête. Là. Oui, puis je comprends, là, ça doit faire mal. Oui, j'avais vu. Mais c'est parce que souvent, on a des réflexes aussi de tirer sur la laisse quand il va trop loin ou quand on veut s'en aller ailleurs. Mais là, c'est carrément sur le nez, là. Puis, tu sais, un chien qui va aller sentir quelque chose, il va tout le temps sentir une résistance. Puis moi, c'est ça que j'aime moins. Oui, vraiment, le 2 points de contact aide énormément. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une marche pour quelque chose avec des chiens, puis j'étais là avec d'autres éducateurs juste pour aider les gens pour que ça aille bien.
Puis c'est ce qu'on leur faisait faire. Les chiens qui avaient des halties, là, on leur attachait l'autre bout sur le collier, venait quelque chose qu'ils avaient, puis la personne tenait le milieu, et là, on arrêtait de tirer tout le temps sur le nez, et le chien, comme là, durant la marche, instantanément, arrêtait de se gratter sans arrêt. Là. Oui. Ça aide vraiment beaucoup. Oui. Tu sais, j'ai lu un livre récemment, justement, qui parlait de ce que tu as dit tantôt. J'aime bien l'image de, imaginez-vous tenir la main d'un enfant qui apprend à marcher. À quel point ça peut être long, mais le chien se sent comme ça avec nous. C'est pour ça, tu sais, il faut être, c'est ça, faut être consigné avec lui qui a envie d'aller plus vite, puis c'est normal. Là. Oui, c'est vrai. Faut vraiment travailler, puis c'est comme des pas de danse. Donc, si vous marchez avec votre chien sur son harnais, sur votre 6 pieds de laisse, il y a 2 petites choses que je vous conseille, juste pour essayer de ne pas trop avoir le... Après ça, on peut faire des exercices définitivement, là, mais... Une des choses, c'est arrêtez-vous quand il s'arrête pour renifler. Puis ça, il faut se forcer. Même moi, des fois, je me prends à ça. On est dans une société qui est tout le temps vite. Donc, OK, viens-t'en, on continue. Viens-t'en, on continue. À moins que vous vous rendiez à un rendez-vous là, à pied avec votre chien, souvent, vous étiez juste sorti, vous avez une demi-heure pour marcher votre chien. Bon, ben, vous marchez une demi-heure votre chien. C'est pas grave si vous ne faites pas 4 km. Là. Vous pouvez en faire 2. Ouais. Pensez au temps que vous êtes dehors et pas à la distance parcourue. Et souvent, si on les laisse renifler, puis on est le même temps dehors que quand on les laissait pas renifler, puis viens-t'en, parce qu'on voulait qu'ils marchent plus pour l'exercice, mais en fait, ils sont plus satisfaits et souvent plus calmes après qu'on les a laissés renifler. Fait qu'il y a des bouts qu'on marche plus vite, puis il y a des bouts qu'on s'arrête. Et ce qui va arriver aussi, c'est plus facile visuellement, mais je vais essayer de l'expliquer pour ceux qui font juste écouter. Donc, si le chien s'en va devant moi, puis il commence à renifler quelque chose d'intéressant, il lit ses textos. Ils ont clairement inventé ça beaucoup avant nous. Puis moi, je le dépasse parce que moi, je continue à marcher. Puis là, je suis comme, viens-t'en. Fait que là, il n'y a pas eu le temps de finir. Donc, qu'est-ce qu'il va apprendre? Bien, c'est dépêcher d'aller devant moi, donc tirer, pour avoir un peu plus de temps avant que je le tire encore aux prochaines odeurs intéressantes. Donc, si vous ralentissez quand lui ralentit, bien, au début, il va quand même vous tirer là, entre les... Mais au moins, vous en rajoutez pas. Vous lui apprenez pas à vite vous dévancer pour avoir plus de temps de renifler. Donc ça va aider. Et des fois, justement, bien, quand on marche avec quelqu'un, les petits chiens, ils trottent à côté de nous. Quand on marche d'un bon pas, c'est plus confortable pour eux, à moins qu'ils ont de la misère à trotter. Faut qu'un grand chien marche pas à pas et pas essayer de trotter pour être correct avec nous. Puis des fois, on est comme entre les deux. Donc, des fois, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à marcher assez vite là, pour que votre chien soit correct, essayez vraiment plus lentement. Puis des fois, on trouve comme un entre-rythme qui est pas pire. C'est possible. Qui est pas pire pour les 2. Oui, parce que là, le chien a comme vraiment ralenti. Puis là, on arrive à peut-être un degré là, où est-ce qu'on peut moins décaler. Parce que des fois, le pire, c'est entre les deux où le chien, comme, il trotte presque, mais la fois qu'il marche, mais il trotte presque, il faut qu'il marche. Puis moi, j'essaie d'aller plus vite, mais j'y arrive pas. Donc, ouais, des fois, ralentir. Si vous n'arrivez pas à accélérer, essayez de ralentir. Oui. Des fois, ça peut aider. J'avais aussi... qu'est-ce que tu penses de... en fait, pourquoi il y a une loi sur les harnais, puis pas le collier, pas le choker, pas d'autres... à la base, c'est pour la sécurité publique. Donc, ils voulaient juste être de un certain qu'il y a de quoi sur un grand chien qu'on est capable de tenir, là. C'est certain. Mais pourquoi, comme à la Ville de Montréal, justement, quand le projet Montréal est arrivé au pouvoir, bien, ils ont compris, à force de travailler avec des gens comme moi, puis la SPCA, puis tout ça, pourquoi un chien mord? Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est pas tant le bien-être animal, mais heureusement, ça va ensemble, c'est la sécurité publique. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un chien risque d'être plus à risque en société? Donc, plus réactif, pourrait snapper un passant, un jogger, un chien qui passe. Ben, c'est s'il a mal ou il a peur. C'est pas mal ça. Des fois, il peut y avoir une maladie bizarre, là, mais en général, ben, c'est pour ça que des chiens vont agresser. Ils ont mal à quelque part ou ils ont peur, ou les deux. Donc, tout ce qui est... tous les outils qui sont faits pour faire mal aux chiens, bien souvent, ils ont été inventés il y a plusieurs décennies, des siècles derniers, de cimetière, puis là, ça va y faire mal parce que ça l'étrangle, ça le coince.
il va comprendre qu'il ne faut pas tirer. La plupart du temps, peut-être qu'il arrête de tirer un petit peu quelques heures. Là. Puis après ça, il pense juste que, bon, ben maintenant, c'est ça, il faut que je traîne mon 65 kilos d'humain derrière sur un truc qui étrangle, puis il tire pareil. Mais à la base, on a essayé, les humains ont essayé d'inventer des outils pour essayer de punir tirer, mais sans montrer au chien comment ne pas tirer. Le problème avec ça, c'est que quand est-ce que le chien tire? Donc, on a par exemple le jeune chien qui est comme « Ouais, des copains, ouais, des enfants, il aime tout le monde, il est super social. » Et là, il tire, puis il nous arrache le bras, parce qu'il est rendu à 7 mois, mon boxeur, là, fait que ouf! Il a grandi, ça fait mal à mon épaule, je m'en vais à l'animalerie, quelqu'un me dit « Ah, achète le collier qui le serre, qui le pique, tout ça, quand il va comprendre de ne pas tirer. » Ben non, il va peut-être tirer un peu moins, puis après ça, il va recommencer. Il va juste s'habituer, malheureusement, à cette douleur-là. Mais le problème, c'est à quel moment il va ressentir la douleur. Ça va être un moment où est-ce qu'il tire. Et quand est-ce qu'il tire, c'est « Oh, j'ai vu un chien, out! J'ai vu un chien, out! J'ai vu un chien, out! » Qu'est-ce que ça va finir par faire? À place de faire « Oh, chouette, un autre chien! » On n'a pas un autre chien. Et là, on a un risque. Ça, c'est comme la recette la plus populaire qu'on voit où est-ce que les chiens deviennent réactifs en laisse, puis après ça, ils essaient de charger les autres chiens, ou les enfants, ou les gens. Fait à quel moment le chien voulait aller voir quelqu'un, et là, ouch! Nous, on essayait de lui dire non, c'est mal tiré. Le chien va l'associer probablement à ce que lui portait attention et pas faire de l'introspection. Ah oui, j'aurais pas dû tirer. Ils n'ont pas vraiment des sens de religion comme ça, et d'introspection. Fait que il y a beaucoup plus de chances que le chien associe finalement la douleur, l'inconfort que ces objets-là lui causent à ce qu'il regardait à ce moment-là. Donc, un petit peu comme votre question tantôt, à la fenêtre, si le chien jappe, puis on a un collier à citronnelle ou électrique ou à vibration, bien, il va l'associer à ce qu'il voit par la fenêtre. Ouais. Donc ça, c'est carrément dangereux. On sait que des chiens qui ont... on le voit dans notre pratique, là, les chiens qui ont vécu des dressages, tu sais, avec des outils qui font mal, ils ont plus de problèmes d'agressivité, de nervosité, ils sont plus à risque. C'est certain, il faut réparer ces traumatismes-là après, il faut réparer ces associations-là. Heureusement, pour la plupart du temps, on peut, si on s'y met. Donc, si vous avez un chien qui a vécu ces affaires-là, bien, on peut encore défaire les associations. Mais il existe des entraînements... des exercices plaisants qui devraient être comme un jeu pour l'animal, tout ça, qui apprennent au chien comment tirer et pas tirer. C'est tout à fait possible d'y arriver sans y faire mal. Puis la pire chose qui va y arriver, c'est que s'il tire, on ne continue pas à avancer, mais on lui explique comment faire pour continuer à avancer. Puis ça, c'est en général, dans tous les apprentissages, des fois, les humains, on est très bon à faire comme « Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça ». Notre société fonctionne beaucoup par comme ça. Oui. Mais de lui dire c'est quoi la réponse, c'est quoi la bonne réponse pour venir changer finalement ce qu'il fait va être super efficace. En fait, on s'en rend compte sur les humains. Si vous pensez à des gens qui travaillent dans l'économie, dans la psychologie, en économie et tout ça, bien, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Fait que, maintenant, on a des Petro-points, puis des Air Miles, puis en fait, qu'est-ce que font des compagnies depuis longtemps maintenant? C'est que si tu fais le bon comportement désiré acheté chez eux, ils nous donnent des petites nananes. Fait que, il faut comme 45 000 points pour avoir un café, là. Mais quand même, on a un petit plus, puis ça renforce le fait d'aller chez Pharmaprix ou Jean Coutu, ou le contraire. Fait que les compagnies nous donnent pas des contraventions quand on est allé acheter chez le compétiteur. C'est pas ça qu'ils font. Ça serait probablement pas légal, mais en tout cas. C'est pas ça qui va être efficace. Ça va être de renforcer le bon comportement. Puis oui, ça va fonctionner. Là. C'est vrai. On le voit. Fait que juste penser que moi, je rêve qu'en général, la société fonctionne plus comme ça. Puis je comprends que des fois, on a besoin de la punition, mettons, des contraventions pour quelqu'un qui roule à 250 sur l'autoroute. OK, c'était trop dangereux, mais pensez au photoradar. Imaginez qu'à chaque fois qu'on passe à la bonne vitesse, ça nous fait des points. Puis là, on a des rabais sur nos assurances ou quelque chose. Bien, déjà, l'autométrie, attends, comment ça s'appelle le mot? Les assurances qui nous demandent si sur notre cellulaire, on peut faire ça, bien, ça peut nous donner des rabais parce qu'ils voient qu'on
fait des bons comportements de conduite. Je pense que ça aiderait beaucoup, ça, Les radars photo, oui, oui. C'est tellement plus plaisant. C'est ça. Regarde comment je suis bon. Mais oui, puis ça renforce le bon comportement. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse? C'est-tu vraiment de faire « je veux que tu saches comment c'est mal de faire ce que tu as fait » ou « j'aimerais que tu fasses la bonne chose ». Il y en a un qui est beaucoup plus efficace. Il reste comme 5 minutes à l'émission, mais je voulais te poser une question. J'entends souvent, quand un chien nous liche, qu'il nous donne des bisous. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il donne des bisous? Ça dépend où et comment. Donc, si c'est sur votre joue, sur le côté et à la base de votre oreille, puis c'est pas hyper obsessif, ça se peut que ça soit un petit peu affectueux bisous. Ça serait le plus proche que les chiens font de bisous. La majorité du temps, quand on a des gros léchages, c'est beaucoup plus de l'apaisement, en fait. Donc, quand vous pensez aux chiens qui vont bien, qui parlent bien le chien et tout ça, et qui sont polis, eux autres sont conscients qu'ils ont des dents. Nous, passé la garderie, on a fini de mordre les gens, donc on n'y pense pas tant que ça. Donc, eux, quand ils vont bien dans leur tête puis qu'ils sont habitués, si un chien vient mettre son visage, donc ses dents, proche d'un autre tête de chien ou de celui d'un humain, il va souvent faire toutes sortes de signes dans son visage pour dire « inquiète-toi pas, je mets mes couteaux à côté, mais inquiète-toi pas ». Donc, il va souvent, chose qu'on ne peut pas faire, mettre ses oreilles par l'arrière un petit peu, puis là, ça étire ses yeux. Ils vont aussi étirer leur babine vers l'arrière, comme dans un sourire un petit peu, et souvent, ils vont peut-être cligner des yeux, des fois faire une petite lichette dans l'air, et leur corps va devenir comme soupe, puis faire le spaghetti un petit peu. Donc, tout ça veut dire dans leur corps « écoute, je suis peut-être proche là, avec mes dents, mais inquiète-toi pas, mes intentions sont bonnes ». Fait que pensez au chien qui vient vous dire allô quand vous rentrez. Souvent, il y a ces choses-là qui arrivent. Maintenant, nous, ils ne pensent pas. Aussi, on est des primates. Les primates, ça donne des bisous. Les canidés ne donnent pas des bisous comme les primates le font. Donc, nous, quand on donne un bisou, qu'est-ce qu'on fait avec notre visage? On va en ligne droite. Souvent, on fixe celui à qui on va donner un bisou. Tu sais, il est trop mignon, le petit chaton, le chien. Et on met nos lèvres vers l'avant, puis on y va en ligne droite. Si j'étais un chien avec ce fascia-là, ça veut dire que je vais te snapper. Donc, il y a plein de chiens qui sont comme « Ah! Tu vas me snapper! » quand j'essaye de donner un bisou. Donc, il y a plein d'enfants et d'adultes qui se font mordre au visage quand ils essayent de donner un bisou à l'animal, puis l'animal a juste eu trop peur. La majorité de nos chiens sont comme « Bon, elle fait encore semblant de me mordre. » Ils ne sont pas aussi stressés. Donc, ce qu'on voit, c'est que ils nous lèchent comme « S'il te plaît, enlève tes dents de là. » T'es beaucoup dans ma face. Donc, quand nous, on essaye de trop arriver avec notre face vers notre chien, ça se peut qu'il nous lèche pour, s'il te plaît, enlève-toi de là. Donc, si vous recevez comme la langue au fond de la gorge, comme un French, là, c'est sûr que c'était de l'apaisement. Et pensez qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Le chien peut aussi lécher nos mains. Mettons que je suis en train de brosser un chien, puis là, il n'aime pas ça, la patte. T'sais. Fait que là, il commence à me lécher la main quand j'arrive à la patte gauche, mais pas à la patte droite. OK, il y a quelque chose à la patte gauche, là. Y a-tu un nœud ou il y a quelque chose qui lui fait mal? Mais clairement, il était comme, s'il te plaît, enlève ta main. Fait que ça, c'était pas des bisous. Donc, vous voulez être conscient de ça. Maintenant, le chien pourrait juste venir, me lécher le bras, parce qu'il est habitué de communiquer avec moi, mais à ce moment-là, c'est pas obsessif. Il va juste venir faire chnouf, chnouf, hey, lèche. Ah oui, OK, tu voulais quelque chose, tu voulais sortir. D'accord. Fait que c'est pas obsessif comme ça. Ça peut être juste une petite communication de vous deux qui fonctionne bien depuis longtemps. Il y a des chiens aussi qui vont nous lécher soit le matin en se levant, soit le soir en se couchant. Puis ça peut être comme un toilettage, apaisement de tout le monde. Donc, il y a des chiens qui ont besoin de gruger ou de lécher un objet aussi, juste pour s'apaiser le soir, pour faire ça. Et des fois, c'est social. Donc, je connais des clients qui, comme, doivent arrêter leur chien de lécher les oreilles de l'autre chien parce qu'il fait faire des infections. À force de lécher, c'est un petit peu intense. Il y a des chiens qui vont lécher eux-mêmes des objets, des gens comme beaucoup. C'est un petit peu comme les gens qui se rongent les ongles. Là. Ça peut être un peu nerveux. Donc, je regarde en général l'anxiété, la nervosité de ce chien-là, si c'est vraiment obsessif. Mais la majorité de nos chiens, vous voulez voir la différence, si je venais de l'envahir ou le chien pensait que j'allais l'envahir. Puis là, il vient me lécher. Donc, ça vous est peut-être déjà arrivé. Le chien est un petit peu plus loin. Je me penche ici pour mettre mes souliers. Le chien s'en vient puis il me lèche. Mm-hmm. Il est déjà sensible au fait que je me suis penchée comme plus à son niveau. « Oh mon Dieu, t'es là, fait que je te lèche pour drapeau blanc, tout va bien. » Donc, pour éviter de se faire lécher autant, si vous n'avez pas super gros ça ou si vous voulez juste comme pas stresser votre chien, essayez d'être conscient de votre poids, de la direction de votre visage. Donc, vous pouvez imiter un chien poli quand vous êtes proche
d'un chien avec votre visage. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est tourner ma tête de côté au chien. Donc, je ne suis pas face, mais je suis de côté. Je cligne les yeux, je tire mes lèvres dans un sourire. C'est pas grave s'il va vous dent ou pas. Là. C'est pas ça qui va être épeurant. Ça va être les lèvres vers l'arrière, on ne mord pas, puis les lèvres vers l'avant, ça, c'est inquiétant. Fait que juste étirer vos lèvres vers l'avant, vers l'arrière, justement. Vous pouvez aussi faire « ça, c'est un bon son pour pas mal tous les mammifères. Puis, il y a des chances qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de chiens qui vont approcher puis qui vont me renifler à la base des oreilles. On le voit moins parce que la plupart de nos chiens sont stérilisés puis on les laisse pas juste comme creuser des femelles puis des balles à gauche, à droite. Mais si vous allez dans des pays où les chiens sont libres dans la rue, tout ça, et vous voyez des petites danses d'amour, ça va être souvent, ils vont se renifler puis des fois faire une léchouille vraiment à la base de l'oreille. Puis c'est pas obsessif, là. C'est des petits... Fait que ça, si votre chien vous le fait des fois, ça, c'est vraiment affectueux. C'est ce que j'appellerais le plus un bisou. Qui est le plus proche. Oui, définitivement. Hey, merci beaucoup, Merci Josiane, beaucoup d'avoir été Toujours là. super intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler où on peut te contacter? Le mieux, c'est par mon site puis le courriel, donc coeurcanin.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci.